18 000 hectares. Des milliers d'hommes courbés sous un soleil de plomb. Un système qui transforme des êtres humains en machines de profit. Bienvenue à Angola, la prison de Louisiane où l'esclavage n'a jamais vraiment pris fin. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler votre vision de la justice américaine. Avant de plonger dans cette enquête choc, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez les notifications. Votre soutien nous permet de vous révéler ces vérités dérangeantes que les médias traditionnels évitent. Restez jusqu'à la fin, car chaque seconde de cette vidéo compte. De l'extérieur, on pourrait croire à un vestige historique, un mélange entre musée et décor de cinéma, peut-être même une attraction touristique sympathique au cœur du sud profond américain. Mais ne vous laissez pas berner par cette façade soigneusement construite. Car ce qui se déroule derrière les murs du pénitencier d'État de Louisiane, communément appelé Angola, n'est pas seulement troublant, c'est quelque chose de bien plus sinistre, se cachant à la vue de tous. Angola. Ce nom à lui seul raconte une histoire terrifiante. Cette prison tire son appellation d'un pays africain, d'où des milliers d'esclaves furent arrachés de force pour être déportés vers l'Amérique. Le terrain sur lequel s'étend aujourd'hui cette institution carcérale accueillait autrefois plusieurs plantations esclavagistes. 18 000 hectares de souffrance, transformés en 18 000 hectares de la même souffrance, juste sous une autre étiquette. Après l'abolition officielle de l'esclavage, cette terre n'a pas été rendue à la liberté. Non, elle a été recyclée pour une exploitation continue. À la fin du 19e siècle, l'État de Louisiane a commencé à louer des condamnés, majoritairement noirs, à des entreprises privées, qui les utilisaient comme main-d'œuvre sur ces mêmes champs qui avaient vu souffrir leurs ancêtres enchaînés. Les historiens appellent ce système l'esclavage sous un autre nom. Et c'est précisément sur ces fondations pourries que Angola est devenu ce qu'il est aujourd'hui, la plus grande prison de haute sécurité des États-Unis. La transformation physique de plantation à pénitencier n'a presque rien changé aux structures de travail. Les rangées où les esclaves peinaient autrefois voient maintenant des hommes incarcérés pliés en deux sur les cultures, souvent sous surveillance armée. Les outils et les uniformes peuvent différer des années 1800, mais la réalité fondamentale reste d'une constance glaçante. Des hommes noirs travaillant pour une rémunération dérisoire dans des conditions dangereuses et épuisantes. Ces champs ne sont pas des reliques symboliques. Ils demeurent actifs, produisant de la nourriture principalement pour la prison elle-même, mais générant aussi des profits à travers des ventes agricoles. Les détenus, gagnant souvent quelques centimes de l'heure, continuent d'effectuer ce labeur avec des droits limités et peu de recours. Maintenant, regardons les statistiques, parce que les chiffres, contrairement aux discours officiels, ne mentent jamais. Dans Angola d'aujourd'hui, environ 74% de la population carcérale est afro-américaine. Pourtant, la proportion de Noirs dans l'État de Louisiane est significativement inférieure à celle représentée derrière les barreaux d'Angola. Cette représentation disproportionnée s'inscrit dans le cadre plus large du système judiciaire américain, où le racisme systémique a conduit à l'incarcération massive d'Afro-Américains. L'impact de cette disparité saute aux yeux à Angola. L'empreinte de l'esclavage trouve une résonance dans la composition raciale actuelle des détenus et leur manière quasi identique de travailler. Mais comprenons bien une chose, Angola n'est pas le fruit du hasard. Son histoire, sa construction, son fonctionnement ont été soumis à des choix délibérés et à des lois, à des décisions politiques et économiques qui ont garanti la continuation de cette institution. Beaucoup l'aperçoivent comme un moyen de contrôle plutôt que de réhabilitation. La question devient alors inévitable. Un lieu né de l'exploitation raciale peut-il vraiment être juste dans ses actions? Ou restera-t-il à jamais enchaîné au poids de ses origines? Et si vous pensiez que le passé ne pouvait pas résonner plus fort, attendez de voir comment le présent ajoute une couche brutale supplémentaire. Une couche qui brûle sous le soleil impitoyable de la Louisiane. La ligne agricole d'Angola représente l'une des continuations les plus visibles des pratiques d'exploitation du travail au sein du système carcéral américain. Les prisonniers sont régulièrement assignés à travailler dans les champs agricoles, souvent sans équipements adéquats, sans ombre, sans repos. Ces tâches ne sont pas optionnelles. Ceux qui refusent risquent des mesures disciplinaires, incluant l'isolation cellulaire. Les détenus doivent se courber pendant des heures, ramassant des légumes et arrachant des mauvaises herbes dans des rangées qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Dans certains cas, ils doivent utiliser leurs mains nues ou des outils obsolètes pour accomplir ce travail physiquement épuisant. Ces tâches ne sont pas assignées indépendamment de l'état de santé du prisonnier, de son âge ou de ses conditions médicales. Mais ce qui amplifie le danger de ce travail, c'est la chaleur punitive de la Louisiane.
Pendant les mois d'été, lorsque les températures dépassent régulièrement les 38 degrés Celsius, les prisonniers doivent toujours travailler à l'extérieur, supervisés par des gardiens armés à cheval. Les pauses, quand elles sont accordées, sont courtes et peu fréquentes. Un recours collectif déposé par des travailleurs incarcérés en 2023 affirmait que certains hommes s'effondraient d'épuisement dû à la chaleur, tandis que d'autres avec des conditions sous-jacentes étaient toujours forcés dans les champs. Selon des témoignages, des protections basiques comme la crème solaire, l'eau potable propre et une surveillance médicale appropriée étaient fournies de manière inconsistante. Pour ceux souffrant de problèmes cardiaques, de diabète ou d'autres maladies chroniques, ces circonstances étaient potentiellement mortelles. En juillet 2024, le juge fédéral Brian Jackson est intervenu, émettant une ordonnance de restriction temporaire après qu'un dépôt urgent ait décrit la chaleur comme un danger imminent pour la vie humaine. Le tribunal a constaté que le département des corrections de Louisiane avait fait preuve d'indifférence délibérée face aux risques impliqués. Les responsables pénitentiaires ont argué que l'arrêt du travail agricole lorsque l'indice de chaleur atteint 31 degrés Celsius perturberait les opérations de la prison et déclencherait des actions similaires dans tous les États du Sud. Pourtant, la Cour d'appel du 5e circuit a pris le parti du juge, signalant que les protections basiques pour les individus incarcérés ne peuvent être ignorées même dans des climats difficiles. Cette décision n'a pas mis fin au travail agricole à Angola, mais elle a forcé l'État à reconnaître la gravité des conditions. En réponse, les responsables ont affirmé avoir commencé à accorder des pauses de 5 minutes toutes les 30 minutes pendant les alertes de chaleur et fourni des tentes pop-up pour l'ombre. Cependant, même avec ces ajustements, les critiques soutiennent que le système reste fondamentalement vicié. Des mesures temporaires peuvent-elles vraiment résoudre ce que beaucoup considèrent comme une forme d'exploitation dépousante et bien ancrée? Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment tordue. Parce que ce système d'exploitation n'est pas illégal. En fait, il est protégé par la Constitution américaine elle-même. Le 13e amendement, ratifié en 1865, a aboli l'esclavage et la servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime. Cette exception, souvent négligée dans le discours public, a été utilisée comme justification légale pour le travail forcé en prison à travers tout le pays, Angola en étant l'un des exemples les plus frappants. Ici, des milliers d'individus incarcérés, dont beaucoup purgent des peines à perpétuité, sont contraints d'effectuer un travail manuel pour peu ou pas de compensation. Parce que ce travail est présenté comme faisant partie de la punition criminelle, il échappe aux protections généralement accordées aux travailleurs libres. À l'échelle mondiale, de telles pratiques de travail seraient probablement classées comme travail forcé, selon les normes internationales des droits de l'homme. Des organisations comme les Nations unies et l'Organisation internationale du travail définissent le travail forcé comme un travail effectué sous coercition, menace ou sans rémunération équitable, des conditions qui reflètent celles rapportées par les détenus d'Angola. Les critiques soutiennent que la manière dont ce travail est structuré et appliqué à Angola brouille la ligne entre justice et exploitation. Si refuser de travailler peut entraîner un isolement cellulaire ou d'autres mesures punitives, le travail est-il vraiment volontaire? Mais attendez, ça devient encore plus troublant. Le produit de ce travail entre dans des systèmes économiques plus larges. Les produits agricoles d'Angola, incluant fruits, légumes et céréales, ne sont pas uniquement utilisés pour les opérations internes de la prison. Dans certains cas, ces produits alimentent des chaînes d'approvisionnement commerciales, atteignant des marchés nationaux et même internationaux. Des rapports d'investigation ont lié des produits cultivés en prison à de grandes corporations alimentaires, soulevant des questions éthiques sur la transparence, la sensibilisation des consommateurs et la responsabilité des entreprises. Bien que certaines compagnies se soient distancées après un examen public, le manque de rapports standardisés rend difficile le traçage complet ou la régulation des chaînes d'approvisionnement liées au travail carcéral. La réalité qu'un tel travail puisse légalement exister, générer des millions en valeur et pourtant payer les travailleurs aussi peu que 200 de l'heure soulève de sérieuses questions. Est-ce de la réhabilitation ou est-ce une continuation de pratiques économiques qui ont longtemps dévalorisé les vies incarcérées, en particulier celles des hommes noirs? Le système médical d'Angola a suscité de vives critiques et une condamnation juridique, un tribunal fédéral le déclarant en violation du 8e amendement qui interdit les punitions cruelles et inhabituelles. Les détenus d'Angola vivent souvent des traitements médicaux retardés, inadéquats ou complètement absents, même lorsqu'ils souffrent de conditions graves ou chroniques.
Le manque d'accès opportun aux soins a conduit à des décès évitables, à une détérioration irréversible de la santé et à une souffrance qui, selon une décision fédérale de 2021 par la juge Shelley D. Dick, reflète une indifférence systémique plutôt que des échecs isolés. Sa décision a décrit l'infrastructure médicale de la prison comme ayant des déficiences écrasantes, non seulement dans la prestation, mais dans le leadership et la supervision, faisant du système de santé d'Angola l'un des pires du pays. Un exemple particulièrement tragique est la mort de Farrell Sampierre, qui souffrait de diabète et a développé plus tard une myélite transverse pendant son incarcération. Selon le témoignage de sa mère et les dossiers médicaux cités dans les documents judiciaires, l'état de Sampierre s'est rapidement détérioré en raison du manque de soins appropriés. Sous la garde d'Angola, il a perdu l'usage de ses jambes et a été éventuellement placé en soins palliatifs, où il aurait reçu des médicaments sans rapport avec ses symptômes et aurait été traité avec mépris et négligence. Sampierre est décédé en 2019 de complications incluant septicémie et pneumonie, des résultats que sa famille et ses défenseurs juridiques soutiennent auraient pu être évités avec une attention médicale de base. Son histoire, malheureusement, n'est pas unique parmi la population vieillissante et médicalement vulnérable d'Angola. Le personnel de prison ne fait qu'aggraver la crise. Des enquêtes, incluant celles de ProPublica et d'autres médias, ont révélé que certains prestataires médicaux à temps plein avaient précédemment perdu ou vu leur licence suspendue dans d'autres États. Des rapports d'anciens détenus et de membres de famille décrivent des scènes de négligence, des nivelins manipulant des médicaments avec des mains sales, des détenus malades gisant sans traitement dans leurs cellules et une culture de dédain lorsque des plaintes étaient soulevées. De plus, le manque de documentation appropriée et de suivi des données sur les décès de détenus rendait la supervision presque impossible, protégeant davantage l'institution de toute responsabilité. En réponse aux poursuites et à l'examen public, les responsables de Louisiane affirment faire des améliorations. Cependant, les appels en cours et le manque de réformes transparentes soulèvent des inquiétudes quant à la sincérité et à l'efficacité de ces efforts. Si vous pensiez que ça ne pouvait empirer, préparez-vous à ce qui suit. La décision de loger des mineurs détenus à Angola, l'une des prisons pour adultes les plus notoires des États-Unis, a été largement condamnée par des experts légaux, des défenseurs des droits civiques et même certains anciens responsables correctionnels. En 2022, suite à une série d'évasions et de crises de personnel au Bridge City Center for Youth de la Louisiane, l'État a transféré quelques mineurs dans un ancien bâtiment du couloir de mort au sein du complexe d'Angola. Les responsables ont affirmé que le déplacement était temporaire et nécessaire pour assurer la sécurité publique. Iota, l'apparence et les conditions de cette décision ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Les critiques ont argumenté que placer des enfants dans une facilité conçue pour des délinquants adultes violents envoyait un message implicite que ces jeunes étaient au-delà de toute réhabilitation. L'environnement dans lequel ces mineurs étaient détenus était marqué par une privation extrême. Selon des documents judiciaires et des témoignages directs, les jeunes étaient confinés pendant de longues périodes dans des cellules d'isolation sans accès à l'air conditionné, même pendant les mois d'été dangereusement chauds. L'eau potable était décrite comme décolorée et au goût nauséabond. La nourriture était à la fois nutritionnellement inadéquate et insalubre. Les services éducatifs et thérapeutiques, tous deux légalement obligatoires pour les mineurs détenus, étaient soit incohérents, soit complètement absents. Certains enfants ont rapporté ne pas avoir vu d'enseignants ou de conseillers pendant des jours. Le manque d'interaction humaine significative et d'activités structurées a eu un impact sur la santé mentale des jeunes, dont plusieurs ont exprimé des sentiments de désespoir et de peur pour leur sécurité. Aggravant le traumatisme était la proximité avec les détenus adultes et une culture carcérale construite autour de la punition plutôt que de la réhabilitation. Bien que les mineurs soient officiellement ségrégés, des documents judiciaires et des témoignages suggèrent que des détenus adultes étaient parfois utilisés pour discipliner ou intimider les jeunes. Un ancien détenu d'Angola, réfléchissant sur son expérience là-bas en tant que mineur, se souvient avoir été bombardé d'excréments humains par des prisonniers plus âgés et n'avoir aucun moyen sûr de se nettoyer. Il a comparé son existence quotidienne à de la torture psychologique. En septembre 2023, un juge fédéral a statué que l'État devait retirer les mineurs d'Angola, qualifiant les conditions d'intolérables et d'inconstitutionnelles.
Bien que l'État ait respecté l'ordonnance du tribunal, il a continué de défendre la décision et a même poursuivi un appel. Cela soulève une question inconfortable. Si le système judiciaire de Louisiane est prêt à loger des enfants dans une prison pour adultes avec un historique connu d'abus et de négligence, que dit cela de son engagement envers la réhabilitation des jeunes? À Angola, le système disciplinaire semble moins axé sur la réhabilitation et plus aligné sur le maintien du contrôle par des mesures punitives. Les détenus rapportent être sévèrement punis pour des infractions mineures, incluant travail lent, signes de fatigue ou refus de participer au travail assigné. Cela inclut ceux souffrant d'épuisement dû à la chaleur ou de problèmes médicaux chroniques, qui sont parfois pénalisés non pas pour mauvaise conduite, mais pour limitation physique. Même s'effondrer d'épuisement dans les champs peut déclencher un rapport disciplinaire. Les conséquences de telles infractions incluent souvent le placement en isolement cellulaire, connu à Angola comme ségrégation administrative, où les détenus peuvent être confinés jusqu'à 23 heures par jour dans un isolement presque total. Ces mesures n'ont pas échappé aux défenseurs juridiques et aux organisations de droits civiques. L'utilisation de l'isolement cellulaire, particulièrement pour des infractions non violentes, a été condamnée comme psychologiquement dommageable et appliquée de manière disproportionnée. Certains détenus ont décrit avoir été détenus dans des cellules d'isolement pendant des semaines ou des mois, avec peu d'accès à l'air frais, au contact humain ou au soutien en santé mentale. Cette approche punitive s'étend même à ceux qui soulèvent des préoccupations concernant les conditions ou tentent de s'organiser au sein de la prison. En 2018, un arrêt de travail pacifique organisé par des détenus pour protester contre les mauvaises conditions a été rapidement réprimé et les détenus participants auraient été soumis à une discipline sévère. L'événement a mis en évidence l'intolérance de l'institution pour l'action collective ou la dissidence, même lorsqu'elle est non violente et enracinée dans des griefs constitutionnels. Ce qui émerge, c'est une culture où la menace de représailles plane sur chaque interaction de détenus. Selon des entretiens et des documents judiciaires de prisonniers, les détenus s'abstiennent d'exprimer des plaintes ou de chercher des soins médicaux parce qu'ils craignent la punition pour toute non-conformité perçue. Les gardiens jouent également un rôle troublant dans cette culture. Sous-payés, souvent mal formés et travaillant dans un environnement rempli de tensions et de méfiance, de nombreux gardiens à Angola ont été liés à des abus physiques, des dissimulations et des violations flagrantes du protocole. Dans plusieurs enquêtes fédérales, des gardiens ont été reconnus coupables d'avoir utilisé une force excessive contre des détenus, incluant un cas très médiatisé où des officiers ont été condamnés pour avoir battu un prisonnier menotté, puis falsifié des rapports pour dissimuler leurs actions. Ces incidents ne sont pas isolés. Selon des documents judiciaires et des témoignages, certains gardiens ont joué un rôle actif dans l'exacerbation de la violence entre détenus, soit en détournant le regard, soit en facilitant indirectement des altercations. Angola ne fonctionne pas en isolation, elle existe au sein d'un système plus large, souvent appelé le complexe carcéral industriel, où l'incarcération n'est pas seulement un outil de punition, mais aussi un moyen de générer du profit. L'une des façons les plus directes dont cela se manifeste à Angola est à travers ces vastes opérations agricoles. Avec plus de 18 000 acres de terres agricoles, Angola est effectivement une ferme industrielle massive gérée par une main-d'œuvre captive. La nourriture produite n'est pas seulement pour usage interne, une partie est vendue sur des marchés externes. Des rapports ont montré que des cultures comme le soja, le maïs et le blé cultivés par des travailleurs incarcérés ont fini dans les chaînes d'approvisionnement de grandes corporations américaines. Au cœur de ce système se trouve le déséquilibre économique flagrant entre les gains de la prison et ce que ces travailleurs sont payés. Les détenus à Angola gagnent typiquement entre 2 et 40 cents à l'heure s'ils sont payés du tout. Pendant ce temps, les opérations agricoles de la prison génèrent des millions de dollars de revenus annuellement. Les critiques soutiennent que cette configuration reflète des systèmes de travail exploitants historiquement enracinés dans l'esclavage et la location de condamnés. Des entreprises privées ajoutent une nouvelle complexité au tableau. Le journalisme investigatif a révélé comment de grandes corporations, sciemment ou non, bénéficient du système de travail d'Angola par l'achat de produits agricoles liés aux fermes pénitentiaires. Certaines de ces entreprises ont promis de réviser ou couper leurs liens de chaîne d'approvisionnement en réponse à l'examen public, mais peu de régulation et de transparence existent dans telles transactions.
Sans un ensemble commun de lois de divulgation, il est presque impossible pour les consommateurs de savoir si les articles qu'ils achètent sont liés au travail incarcéré. Un portrait troublant apparaît, dépignant le confinement comme un moteur économique, un qui encourage des populations carcérales gonflées tout en décourageant la réforme significative et la réhabilitation des prisonniers. La Louisiane mène la nation en taux de décès en prison, et Angola est au centre de cette alarmante tendance. Selon des données compilées par le département de justice américain et des groupes de surveillance indépendants, le taux de mortalité carcérale de l'État a grimpé de plus de 50% ces dernières années. Angola, étant le plus grand et le plus infâme prison de la Louisiane, représente une portion significative de ces décès. Beaucoup de ces décès ne sont pas liés à la violence, mais à des causes évitables. Complications de maladies non traitées, exposition à l'extrême chaleur et négligence médicale systémique. Les conditions à l'intérieur d'Angola sont uniquement dangereuses, particulièrement pour sa population âgée. Avec un grand nombre de détenus purgeant des peines à perpétuité, la prison est devenue une installation gériatrique de facto sans l'infrastructure médicale pour la soutenir. Les décès liés à la chaleur sont devenus un problème croissant, particulièrement pendant les étés torrides de Louisiane. Malgré des décisions judiciaires ordonnant des mesures de protection, beaucoup d'unités de logement manquent encore de climatisation adéquate. Le lien entre mauvais soins médicaux et mortalité à Angola n'est pas passé inaperçu. Des tribunaux fédéraux ont décrit le système de santé d'Angola comme constitutionnellement déficient et multiples soustices ont ciblé le département des corrections de la Louisiane pour ne pas avoir fourni un traitement médical adéquat. Un recours collectif mené par la Promesse de Justice Initiative a mis en évidence un modèle de décès évitable, citant des cas où des prisonniers se sont vus refuser l'accès à des médicaments, des diagnostics ou des transferts hospitaliers temporaires. Dans certains cas, des décès sont entraînés après des jours, voire des semaines de symptômes ignorés. Ces cas pointent non seulement à une mauvaise gestion médicale, mais à un climat plus large d'indifférence où la vie humaine est traitée comme jetable dans les murs de la prison. L'un des aspects les plus troublants d'Angola est comment elle a été transformée, en partie, en attraction publique. Malgré son historique bien documenté d'abus, d'exploitation et de négligence systémique, Angola héberge un musée, offre des visites publiques et vend même des marchandises. C'est un site où les touristes peuvent marcher à travers des anciennes cellules du couloir de la mort, voir des objets artisanaux faits par des détenus et entendre des récits guidés sur l'histoire de la prison, souvent avec un accent sur la rédemption et la tradition plutôt que sur la souffrance et l'injustice. Cette représentation commercialisée contraste fortement avec les réalités vécues des personnes incarcérées là-bas, dont beaucoup endurent des conditions de travail dangereuses, une négligence médicale et des peines indéfinies. L'utilisation de la prison comme lieu de tournage complique fortement son image. Angola a servi de toile de fond pour des documentaires, des vidéos musicales et des films majeurs. Le danger ici réside dans la façon dont ces représentations peuvent assainir ou sensationnaliser la vie carcérale. Cette double identité, institution brutale et attraction culturelle, soulève des questions sur comment le public consomme et interprète l'incarcération. Angola n'est pas seulement une prison, c'est un symbole de ce qui arrive quand un système judiciaire valorise le profit au-dessus de l'humanité, quand la couleur de peau détermine qui souffre, quand la Constitution elle-même contient les germes de l'exploitation. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, ne restez pas silencieux. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez votre réflexion. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour plus d'investigations comme celle-ci. La justice ne viendra que si nous refusons de détourner le regard.